Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La France durcit le ton envers l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. L'Hexagone a décidé de diviser par 2 le nombre de visas accordés à ses ressortissants d'Afrique du Nord. Une décision difficilement acceptée par les concernés. Plaidoyer du président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré en faveur de la lutte contre le terrorisme à la 76e Assemblée générale de l'ONU. Un appel à la mobilisation internationale alors que le terrorisme demeure un défi majeur en Afrique et dans la région du Sahel en particulier. Et c'est une course contre la montre qui se joue dans l'urgence du réchauffement climatique. La semaine africaine du climat a pris fin ce mercredi 29 septembre en Ouganda. Objectif affiché, créer un élan régional avant la COP26 de novembre prochain. Mais tout d'abord, c'est une première en Tunisie. L'universitaire de 63 ans, Najla Bouden, a été chargée ce mercredi 29 septembre par le président Kais Saied de former le prochain gouvernement dans les plus brefs délais. Elle devient ainsi la première femme à occuper le poste de Premier ministre en Tunisie. Sa nomination intervient 2 mois après le limogeage du précédent cabinet et du gel du Parlement. C'est une décision drastique prise par la France à l'égard des ressortissants d'Afrique du Nord. L'Hexagone a décidé de diviser par 2 en 2021 le nombre de visas accordés aux Algériens, aux Marocains et aux Tunisiens par rapport à 2020. Un durcissement qui passe mal, notamment auprès des ressortissants franco-algériens. C'est un sujet de Joël Ballot. Face au difficile retour des ressortissants algériens en situation irrégulière, le gouvernement français a décidé de réduire de 50% les visas accordés à l'Algérie. Pour les autorités algériennes, cette mesure française est une décision disproportionnée et unilatérale. Dans la forme, elle est malencontreuse car elle intervient à la veille du déplacement d'une délégation algérienne à Paris dans le but de faire le point sur tous les cas en suspens et de déterminer le mode opératoire le plus satisfaisant en vue de renforcer la coopération dans le domaine de la gestion de l'immigration irrégulière. 7731 obligations de quitter la France ont été prononcées contre les ressortissants algériens entre janvier et juillet 2021. Cependant, seulement 22 Algériens sont repartis chez eux, soit à peine plus de 0,2%. Selon les autorités françaises, ce constat s'expliquerait par le fait que l'Algérie refuse de délivrer les laissez-passer consulaires, un document sans quoi une expulsion ne peut être exécutée. Ce qui fait l'originalité de la décision d'hier, c'est qu'elle a été prise moins de 24 heures après les élucubrations de Éric Zemmour qui manipule les chiffres, extrapole et manipule l'opinion, et il est en passe de devenir le maître à penser de la classe politique, y compris en haut lieu. C'est ça qui pose problème, et c'est l'usage du problème des 3 I, immigration, intégration, islam, à des fins purement électorales, qui anéantit tous les bons résultats des dialogues dans le sens du vivre ensemble, et ça consterne beaucoup de Français attachés à une France ouverte et généreuse. Ça crée des tensions avec les pays du Sud et ça contrarie tous les discours sur la coopération, le partenariat, etc. Et ça risque d'avoir des retombées dans d'autres domaines que celui de l'immigration. Soulignons que cette mesure française de durcir les conditions d'obtention des visas à l'égard de l'Algérie est aussi appliquée pour la Tunisie et le Maroc. La France évoque le refus de ces 3 pays de délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires au retour des immigrés refoulés de la France. Également dans l'actualité au Burkina Faso, le dialogue politique entre l'opposition et la majorité au pouvoir a pris fin ce mardi 28 septembre à Ouagadougou. Après 2 jours de concertation, cette rencontre a notamment connu la participation du président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, ainsi que celle du Premier ministre Christophe Dabiré. Les participants ont affirmé être parvenus au consensus sur plusieurs points abordés, à savoir notamment l'élection des maires au suffrage universel direct, la révision des dispositions relatives à l'enrôlement des électeurs ou encore le vote dans les zones à fort défi sécuritaire.
Reste désormais à s'accorder sur l'entrée en vigueur de ces décisions. Il est à noter que la tenue d'un forum national de réconciliation a été annoncée pour le mois de janvier 2022. Le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré s'est par ailleurs exprimé à la 76e Assemblée générale de l'ONU le 23 septembre. Une prise de parole axée sur le renforcement de la lutte contre le terrorisme, notamment dans la région du Sahel. Le chef de l'État burkinabé a appelé à la mobilisation internationale tout en soulignant que la situation sécuritaire continuait de se dégrader dans son pays. Rappelons que le Burkina Faso est le théâtre d'attaques récurrentes depuis 2015. Les précisions de Joël Ballot. Le terrorisme demeure un grand défi pour le G5 Sahel, indique le président burkinabé Christian Kaboré au cours de son allocution à New York le 23 septembre 2021 à l'occasion de la tenue de la 76e session ordinaire des Nations Unies. Il laisse entendre que la stabilité du Sahel, confrontée au terrorisme, ne devrait pas être seulement une affaire des pays du G5 Sahel, mais aussi de la communauté internationale. Le gouvernement a adopté des instruments de pilotage de la politique de sécurité nationale et continue à renforcer les compétences de ses forces de défense et de sécurité pour une efficacité opérationnelle satisfaisante. Tout sera mis en œuvre pour garantir la sécurité dans toutes les régions menacées du pays et je tiens à rassurer la communauté internationale que les opérations militaires, à l'instar de celles déjà réalisées, seront menées dans le strict respect des droits humains et en conformité avec les engagements internationaux du Burkina Faso dans ce domaine. En appui aux forces armées du G5 Sahel, 13 États d'Europe et d'Afrique ont lancé en 2020 la Task Force Takboa, une opération militaire composée uniquement des éléments européens intégrés dans l'opération Barkhane. Cependant, le manque des ressources financières, l'instabilité sociopolitique de certains pays clés nuisent à la pérennisation et à la consolidation des avancées majeures enregistrées ces derniers mois. Pour l'heure, je salue les efforts de coordination et de coopération des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dans notre lutte commune contre le terrorisme. La nomination par la 59e session de la conférence des chefs d'État de M. Mahamadou Issoufou, ancien président de la République du Niger, et de M. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, comme champion de la mobilisation des ressources pour le plan d'action 2020-2024 pour l'éradication du terrorisme dans la région est une bonne indication et constitue un acte majeur de l'engagement de la CEDEAO. Pour le président Kaboré, pour garantir la paix et la sécurité dans la région, il est nécessaire, voire urgent, pour la communauté internationale et particulièrement le Conseil de sécurité, de soutenir les pays du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme à travers le renforcement des capacités, des apports financiers et humains. Dans le reste de l'actualité, la tension monte au Cameroun dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. À l'approche du 1er octobre, date qui marque l'anniversaire de la proclamation de la République fédérale du Cameroun en 1961, mais qui marque aussi le déclenchement des protestations anglophones qui ont eu lieu en 2017. Les autorités camerounaises ont décrété l'interdiction de toute manifestation dans ces deux régions du pays, avec sanctions à l'appui pour tout contrevenant. Toutefois, les séparatistes anglophones ne cachent pas leur détermination à célébrer le 4e anniversaire de leur présumée indépendance. La proposition de loi sur la congolité continue de diviser les Congolais. Toutefois, dans cette affaire, la Chambre basse du Parlement a tranché cette proposition qui vise notamment à verrouiller l'accession à certains postes clés de souveraineté a été rejetée. Rappelons que ce projet prétendait réserver la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle aux seuls Congolais de père et de mère. Plus de détails avec Joël Ballot.
réserver le poste de président de la République démocratique du Congo aux seuls Congolais de père et de mère. Voici à quoi correspond la loi sur la congolité initiée par Noé Tchani, ancien candidat à la présidentielle. Un texte de loi déclaré irrecevable par l'Assemblée nationale car cette démarche implique de revoir la Constitution et d'y introduire des articles jugés discriminatoires. Le rejet de cette loi sur la congolité, mais qui est en réalité une loi sur l'accession à certains postes stratégiques en République démocratique du Congo, se justifie par la volonté du président Félix Tshisekedi, qui a utilisé la plateforme majoritaire au Parlement qu'il contrôle, c'est-à-dire l'Union sacrée pour la nation, pour donner un message d'apaisement, notamment vis-à-vis de Moïse Katumbi, qui se sentirait particulièrement visé par cette loi, parce que, rappelons-le, il est des pères israélo-grecs et des mères congolo-zambiennes. C'est un appel, une espèce de main tendue que Félix Tshisekedi donne à Moïse Katumbi afin de ne pas lui donner l'impression d'utiliser la loi pour éliminer de façon déloyale certains challengers. La loi sur la congolité divise les Congolais, tandis que pour certains, les faits sociaux vécus en République démocratique du Congo ont révélé la nécessité de revenir aux anciennes lois sur la nationalité. Pour d'autres, la question sur la congolité n'est qu'un prétexte pour déstabiliser le pouvoir exécutif en place. Le message subliminal envoyé à travers l'union sacrée du président Félix Tshisekedi est que des solutions aux problèmes électoraux doivent être trouvées de façon pacifique par la négociation. Soulignons que pour le président congolais Félix Tshisekedi, la proposition de loi sur la nationalité congolaise au scrutin présidentiel n'est pas une garantie de la fiabilité et de la moralité du candidat. L'histoire même la plus récente du pays démontre qu'il y a eu des Congolais de père et de mère qui ont participé à la ruine de la République démocratique du Congo, argumente-t-il. L'Afrique est l'un des continents les plus vulnérables au changement climatique. Pourtant, ce même continent produit moins de 4% des gaz à effet de serre de la planète. Pour assurer la création d'un élan régional face au changement climatique, les représentants de plusieurs pays étaient réunis à la Semaine africaine du climat qui s'est achevée ce mercredi 29 septembre en Ouganda. Les précisions d'Amenedj. Accueillie par l'Ouganda du 26 au 29 septembre 2021, la Semaine africaine du climat se poursuit autour des sessions thématiques virtuelles. La deuxième journée de l'événement a porté sur de nombreux sujets dont la relance verte et le développement à faible émission de carbone et résilient au changement climatique. Organisée par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, UNECA, et dirigée par 13 panélistes, la rencontre s'inscrit dans le cadre des actions nationales et approche à l'échelle de l'économie. Les panélistes ont beaucoup parlé du problème de financement et les ressources sont très limitées. Donc, nous avons des CDN pour tous les pays africains et nous devons de l'argent pour implémenter tout ça. Avec ces financements qui ont été débloqués, on voit qu'avec la pandémie, nous avons eu beaucoup de problèmes. Nous avons besoin de partenariats publics-privés. Une série de projets verts a été identifiée et fera l'objet de financement avec une certification du processus d'émission d'obligations vertes sur les marchés financiers d'ici le premier semestre de l'année 2022. Réaliser les bons investissements dès maintenant pourrait entraîner des résultats à court terme, des emplois et une croissance économique, ainsi que des bénéfices à plus long terme pour les populations, notamment la décarbonisation de l'économie et une résilience accrue. Pour être résilient, nous avons besoin de capacités et d'outils. Nous avons un programme d'information pour pouvoir soutenir les pays à faire des investissements judicieux pour avoir une agriculture climato-intelligente. Bientôt les saisons nous permettront de savoir quoi planter à quel moment pour mieux faire face au changement climatique. Les sessions thématiques virtuelles de la Semaine africaine du climat 2021 font partie d'une série de 3 semaines régionales qui mèneront à la 26e conférence des parties COP26 de l'Organisation des Nations Unies, prévue en novembre 2021. Après 6 ans d'absence dans le trio de tête, le Cameroun arrache la médaille de bronze à l'Afro-Basket Dame 2021. C'est à l'issue d'un combat de Lions le 26 septembre à Yaoundé que les Lions indomptables se sont imposés 53-49 face aux Lions de la Teranga. Le Cameroun finit donc 3e de cette compétition continentale, derrière le Mali, 2e, et le Nigeria qui remporte ce tournoi. Retour sur la petite finale avec Joël Ballot. On
a perdu le match, la demi-finale face au Mali, on a dit, le Sénégal, on meurt avec vous. On s'accroche sur votre cou. Et à la fin, vous avez vu le résultat. On vous rappelle encore, c'est le pays des lions indomptables. Rendez-vous à la CAN. Vive le Cameroun! Le Cameroun, pays hôte de l'Afrobasket Dames 2021, crée la surprise en s'adjugeant la médaille de bronze devant le Sénégal. Battu 53-49, le Sénégal, 11 fois titré dans cette compétition, médaillé d'argent en 2017 et 2019, se contentera cette année de la 4e place, derrière le Cameroun. On a travaillé, on a fait des réunions de groupe et tout. Et en fait, elles sont fantastiques, ces filles, parce qu'elles ont réagi tout de suite. Bon, au début du match, elles ont eu un peu peur. Mais après, une fois que c'est lancé, elles se sont mis au diapason. On a compris que la meilleure attaque, c'est la défense. Pour gagner le match, il faut défendre. Je pense que si on est passé devant et qu'on a continué à être devant, c'est parce qu'on défendait. Il n'y avait que ça à faire. Et mes coéquipiers et moi, on a compris. Et voilà, on n'a pas lâché jusqu'à la dernière seconde. Menée durant les 2 premiers quart-temps, la jeune équipe du Cameroun est en manque de réussite. Les lancers francs, les paniers à 3 points se font rares. Il aura fallu attendre le milieu du 3e quart-temps pour que les filles de Ahmed Bombonjoya appliquent la stratégie gagnante, la défense. Stratégie qui paye et qui récompense le Cameroun de la médaille de bronze. Le Cameroun n'a pas remporté la finale, mais c'est tout comme quand on regarde la jeunesse de ces enfants, on se dit elles ont tenu la tête au Mali, qui est l'une des meilleures équipes de cette compétition. Elles ont tenu la tête au Sénégal et je suis plus qu'heureuse, d'autant plus heureuse que ma fille est l'une des joueuses. En 2015, on a eu le trophée ici, ici en Cameroun. On a parti avec le trophée au Sénégal. Cette fois-ci, vous voyez qu'on a eu la 4e place. C'est le destin, c'est comme ça les sports. Qui gagne aujourd'hui s'attendent à perdre. Le Cameroun, outsider de ce dernier carré, a éjecté le Sénégal 11 fois sacré champion. En rappel, la dernière médaille du Cameroun en Afrobasket Dames date de 2015, lorsque le Cameroun s'incline en finale face au Sénégal. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.